Robert Belleret nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Robert. Bonsoir. On va parler avec vous de ce très bel ouvrage « Vie et légende de Charles Aznavour », biographie non autorisée du chanteur qui fêtera ses 94 ans en mai prochain. Vous vous êtes efforcé de passer au crible tout le parcours de cet artiste à la longévité exceptionnelle qui continue à séduire un large public. Vous vous êtes intéressé à ses origines, sa famille, ses débuts. 617 pages exactement. Quand on est fan du chanteur, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus grâce à ce livre? J'espère beaucoup de choses. Parce que comme vous l'avez dit, j'ai fait une enquête qui tient du journalisme et presque du travail d'historien. Je suis allé dans le détail, rechercher des traces de sa vie depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est dire que ça fait un sacré parcours. Et j'ai eu beaucoup de chance, je suis allé de découverte en découverte. Donc j'ai trouvé des pépites, des choses inédites que lui-même, des fois, ne connaissait pas. Par exemple, j'ai trouvé la date et le lieu du mariage de ses parents. Or, Charles a toujours dit, je ne sais pas trop mes parents. Ça restait toujours flou pour Charles Aznavour. Là, j'ai eu la chance de trouver ça. C'est un exemple entre 10. Donc oui, j'ai fait ce travail de recherche patient. Moi, j'aime ça. J'étais journaliste, donc on a ce virus là. De recherche, de la curiosité, d'aller toujours plus loin. Voilà. Dans le détail. Et par exemple, je me suis imposé un peu de visionner toutes les émissions dans lesquelles Charles Aznavour apparaissait depuis 1955 jusqu'à aujourd'hui. 1300 à peu près, vous me voilà, disiez, c'est ça, 1300, c'est fou. 1300 Donc c'est l'histoire de la télévision et de la société française à travers la trajectoire d'Aznavour. C'est ça qui est passionnant aussi. Et puis on voit comment évoluait aussi le personnage Aznavour. Oui, absolument. Parce que vous le disiez tout à l'heure en antenne, c'est-à-dire qu'il est assez paradoxal comme personnage. Très il a évolué en fonction des époques en disant des choses à une certaine époque et une autre. Des fois, des choses un peu contradictoires. C'est un homme plein de paradoxes, mais qui a su s'adapter et puis qui a un sens de la carrière, comme il a un sens de la scène, comme il a un sens du métier d'acteur aussi. Il est très, très doué. Hein. Je veux dire que ce n'est pas par hasard. Il a su mener sa carrière à bien. Il a mené 80 ans de carrière. Alors c'est une biographie non autorisée, et pourtant vous avez tenté à multiples reprises de rencontrer Charles Aznavour. Avez-vous des regrets par rapport à ça? Pas vraiment, parce qu'il faut dire que je l'ai vu plein de fois sur scène et j'ai eu la chance comme journaliste de le rencontrer 2 fois très longuement. Une fois il m'a reçu chez lui dans les Alpilles pour me parler de Léo Ferré dans les années 90, et ensuite j'ai fait son portrait dans le quotidien Le Monde où j'étais reporter. Donc là je l'avais rencontré longuement. Cette fois, je l'ai contacté évidemment au moins par courtoisie pour dire voilà, j'ai écrit un livre sur vous, mais je n'avais pas besoin qu'il me raconte ce que j'avais trouvé moi-même. Ce qu'il avait déjà sur lui. Voilà. Donc, il ne m'a pas dit un nom franc et massif, mais il était courtois. Mais il a pas donné suite à mes demandes. C'est ça. Voilà. Alors qu'il trouvait le temps par ailleurs. Pour aller sur les plateaux de télé pour la promotion de sa tournée. Mais c'est le jeu. Alors du coup, vous êtes servi de témoignages, mais aussi d'anciennes biographies du chanteur, notamment Aznavour par Aznavour, ou encore le temps des avants. Il y a également un véritable travail de recherche. On le disait, qu'est-ce qui était le plus difficile dans l'élaboration de ce livre? Le plus difficile, ça ne m'a pas paru difficile. Je l'ai fait franchement avec plaisir. D'abord parce que j'étais un fan d'Aznavour et je l'aime toujours. Mais je veux dire que j'étais jeune encore quand il a démarré, quand il a commencé à avoir du succès seul en scène, au milieu des années 50. J'étais un gamin, mais enfin je me souviens très bien de ses chansons écoutées à la radio. En 58, par exemple, je l'ai entendu à Musicorama d'Europe numéro 1 à l'Olympia. Et j'ai le souvenir de ce récital, qui n'était pas un récital, qui était un tour de chant. Et après, j'ai eu la chance, dans les années 60, de le voir à l'Olympia en 1963 pour son premier grand récital. Vous l'avez vu grandir? Absolument, absolument. Et là, c'est très émouvant, un artiste qui arrive comme ça à son meilleur. Hein, il avait, à ce moment-là, je me voyais déjà, Tu te laisses aller, formidable, avec des chansons un répertoire mythiques et des extraordinaire, une présence en scène presque inégalée. Enfin bon, il y a évidemment Brel, que j'ai vu aussi à l'époque, c'était formidable. Ça permet de comparer aussi avec les autres mythes de la chanson française. Bien sûr. Et lui, c'est un professionnel
Je veux dire, un récital de 3 heures, vous ennuyez pas du tout. Et aucune fausse note. Aucune fausse note, il a appris ça avec Piaf. Hein. Oui, justement, on en parle d'Edith Piaf, puisque dans votre ouvrage, on s'épanche longuement sur sa relation qu'il avait avec la chanteuse, qui était toujours un peu plus ambiguë, une sorte d'amitié amoureuse, et pourtant, il n'y a jamais rien eu entre les deux stars, mais Charles Aznavour a beaucoup appris d'elle durant sa jeunesse. Est-ce que selon vous, qui avez écrit également une biographie sur Edith Piaf, on peut mettre Charles Aznavour au niveau de la chanteuse en termes de mythe de la chanson française? Oui, je pense, oui, sans hésiter. D'abord, pour la durée, oui, sur la longévité. J'allais faire un mot horrible, je veux dire, il enterre Edith Piaf. Parce qu'Edith Piaf a vécu, comme on le sait, peu. Elle est morte à 47 ans. Charles va avoir 94 ans. Sa vie, c'est le double de celle de Piaf. Oui. Bon, déjà, là, il n'y a pas photo. Lui, il a été une grosse vedette à l'époque de la télévision, des médias de masse. Piaf, c'était seulement le micro-sillon. D'abord le 78 tours, puis le micro-sillon. Bon. Et puis, internationalement, il a battu tous les records. Il fait mieux que Maurice Chevalier, il fait mieux qu'Edith Piaf. Parce que Piaf a été célèbre aux États-Unis et encore dans quelques villes, auprès de l'élite urbaine. Aznavour, tous les États-Unis, il y est allé plein de fois, mais pas seulement à San Francisco, Los Angeles, New York. Il a fait aussi Miami, Las Vegas, Boston. Et il a réussi à se faire un nom à l'international, Aznavour. Bien sûr. L'Amérique latine, il a fait presque tous les pays. Oui. Tokyo, c'est une star. À Tokyo, Moscou, non, c'est incroyable. Il n'y a pas d'équivalent. Et pourtant, à ses débuts, c'est souvent comparé à un train de valise quand il s'agit de parler de sa relation avec Edith Piaf. Il ne faudrait pas que le terme est un peu exagéré quand on voit la suite de sa carrière? À l'époque, non, il a ce mérite. Il a beaucoup d'humour. Hein. Enfin, il en avait beaucoup. Je pense qu'il en a conservé. Et donc, il a des moments de grande franchise. Et il dit, j'étais son grouillot, j'étais son porte-valise. Et elle me rudoyait. Et c'est vrai. Mais grâce à elle, il a appris, c'est ce que vous me disiez aussi, toutes ces mimiques, dans la façon de faire le show sur scène. Voilà, il a appris le métier avec Edith Piaf. Il faisait ses éclairages. À New York, notamment, il a fait ses éclairages. Il faisait un peu de régie, il faisait son chauffeur. Donc, il voyait tous les soirs Piaf rentrer en scène, sortir de scène, doser son récital ou ses tours de chant, faire peu de gestes. Il a appris tout ça, il l'a dit, il lui a rendu hommage. Mais leur compagnonnage, entre guillemets, parce qu'effectivement, ce n'était pas une relation amoureuse, c'était de la camaraderie, peut-être qu'il y a eu un petit... on ne le saura jamais parce que lui, il ne l'a jamais dit. Non, et puis on n'était pas... Moi, j'ai tendance à penser qu'ils n'ont pas été amants. Puis il a fait une telle collection d'amants que lui, il est l'exception. Il les a vus passer, entre Yves Montand, Eddie Constantine et Cerdan et tous les autres. Lui, je ne crois pas. Mais ils ont été... lui a été dans le sillage d'Edith pendant environ 3 ans. Il dit souvent 8 ans, non, c'est excessif. C'est à peu près 3 ans, ce qui est déjà énorme, pendant lesquels il apprend. Et elle ne croit pas à lui comme elle a cru à Montand, comme elle a cru aux Compagnons de la Chanson, comme elle a cru à Constantine. Et pourtant, c'est lui qui a fait la plus grande carrière derrière. C'est lui qui est devenu la plus grosse vedette. C'est la seule fois où elle s'est un peu trompée. Elle lui a quand même pris quelques chansons, ce qui n'y a pas fait de tort à Charles, évidemment. Mais quand elle le laissait chanter en première partie de son tour de chant, elle lui laissait 2, 3, 4 chansons au maximum, en lui disant « Ouais, demain, tu feras 3 chansons, etc. » Elle le rudoyait. Elle était un peu le souffre-douleur de... Absolument. Et il était le souffre-douleur, parallèlement, quand il a volé de ses propres ailes à partir de 1950, d'une partie du public qui le sifflait, qui lui balançait tous les projets. Mais ça n'a pas été simple aujourd'hui. Mais non, ça a été terrible. Et la critique a été d'une violence à son égard qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Pour en arriver aujourd'hui à ces chiffres-là, Charles Aznavour, c'est plus de 800 chansons écrites et enregistrées, plus de 1400 titres chantés par plusieurs langues, et il a vendu plus de 180 millions de disques dans le monde, consacré chanteur de variété le plus important du XXe siècle, par CNN et Time devant Bob Dylan, Frank Sinatra et même Elvis Presley, une renommée internationale. Comment vous expliquez le fait qu'il ait réussi à s'imposer à l'étranger ? Parce qu'il avait la volonté de le faire, de l'intelligence, de l'opiniâtreté, du courage et un sens du métier sans équivalent. Il faut savoir qu'il a commencé à aller sur scène à l'âge de 9 ans. Oui. Bon, ça vaut tous les apprentissages, toutes les écoles. Dans toute sa vie, il était baigné puis, par le métier d'artiste. Il savait un sens des affaires, quoi. Et à New York, la première fois qu'il y va, c'est lui qui loue la salle du Carnegie Hall. Il prend ce risque. Oui. Il est aidé par Eddie Barclay, qui affrète un Boeing spécial pour emmener des invités, des amis, des journalistes. Mais voilà, sa conquête des États-Unis, c'est un grand coup. Il ose le faire.
ça passe ou ça casse, ça passe. Ça a été une prise de risque. Aujourd'hui, il a son étoile sur Hollywood Boulevard, d'ailleurs. Voilà. C'est unique pour Chad Aznavour. Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous ce soir. Vie et légende de Charles Aznavour aux éditions L'Archipel, déjà disponible en librairie. Si vous voulez tout savoir sur Charles Aznavour et sa vie, je vous remercie encore d'avoir été avec nous. Et nous, on va passer aux Zap No Comment, le meilleur des stars à travers le monde, le tout sans commentaire.